Je suis Afrique, terre de tous les hommes. Je suis toi, moi, lui, l'autre, fier d'entreprendre, de réunir, de réussir. Je suis Afrique. mélange de vie, de langue, de couleurs, de parfums, de goût fort. Je suis libre, créatrice inspirée, sensuelle et vibrante. Je suis Afrique des réussites nouvelles. Castel Beer, tout travail mérite sa bière. Produit par Bralico. Bonjour, merci de nous regarder à travers notre chaîne YouTube Kabali Soul Africa et merci de nous écouter sur les plateformes de téléchargement. Au départ, ce podcast avait pour thème le droit à l'image. Après avoir discuté avec l'invité, ça a tout changé puisque nous sommes vite rendus compte que l'invité avait beaucoup de choses à nous donner et du coup, nous avons changé la thématique. C'est maintenant la justice et les réseaux sociaux. Donc, on va parler aujourd'hui de la justice et des réseaux sociaux avec Maître Lionel Kalina Menga. Bonjour Maître. Bonjour, Monsieur Kaba. Merci d'avoir changé notre thème. Je vous en prie, c'était un plaisir. On va effroler l'intrusion des réseaux sociaux, la numérisation, le droit à l'image, le droit à la vie privée. C'est à l'image de notre siècle et c'est à l'image de notre civilisation qui est fondée sur l'interactivité. Vous voyez, vous me proposez un thème, j'arrive avec des réponses et notre interaction finit par changer le thème parce que ce que nous avions à proposer l'un et l'autre aux spectateurs était beaucoup plus important que ce que nous avions prévu au départ. C'est vrai. C'est ça les vertus de l'interactivité. Maître Lionel Kalina Menga, qui êtes-vous ? Alors, je suis Maître Lionel Kalina Menga, je suis avocat depuis 1996, ça fait donc 29 ans. Et je suis spécialisé dans les nouvelles technologies de l'information. J'ai été enseignant à l'université Gaston Berger de Saint-Louis du Sénégal, où j'ai créé avec le professeur Abdoulaye Cissé le DESS du droit du cyberespace. Et j'étais précisément chargé de la lutte contre la cybercriminalité et le droit pénal du cyberespace. Donc voilà ce que j'ai fait. Arrivé au Congo, j'ai créé un cabinet, parce qu'au départ, je commence à Grenoble comme avocat. J'y reste jusqu'en 2006. Je rentre en 2006 au Congo et je commence à travailler jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà à peu près. Et depuis que je suis rentré, bien évidemment, j'essaie de faire la promotion des nouvelles technologies de l'information dans le milieu judiciaire. Et j'essaie notamment de partager avec les confrères tout ce qui est numérisation des cabinets d'avocats, des méthodes de travail. Et voilà à peu près ce que je fais aujourd'hui. Donc, si on devait résumer pour tous les jeunes qui nous regardent, votre spécialité, vous êtes un pénaliste. Ah oui, à la base, je suis pénaliste. Oui. Je suis pénaliste d'abord, puisque j'ai fait un DEA, donc diplôme d'études approfondies de droit pénal et sciences criminelles. Et après, je me suis spécialisé dans le droit pénal du cyberespace. Du cyberespace. Voilà. D'accord. C'est quoi le droit à l'image ? Le droit à l'image, c'est un droit, il est protégé. Il est protégé par ce qu'on appelle la vie privée. Donc le droit à l'image, c'est le droit de préserver sa vie privée. Et dans la vie privée, on met l'image, on met les paroles, on met tout ce qui vous concerne personnellement et dont vous êtes le maître. On fait rentrer ça dans la vie privée et c'est ça le droit à l'image. D'accord. Le droit que chaque individu a de contrôler l'utilisation de son image visuelle, de sa parole, de tous les éléments qui le concernent. D'accord. Comment la loi régit-elle le droit à l'image ? Est-ce que c'est cadré juridiquement ? C'est parfaitement cadré. C'est parfaitement cadré. Le droit à l'image, c'est donc, comme je vous disais, la capacité qui est donnée à un individu de contrôler les diffusions de son image ou des attributs de sa personnalité. Il y a un article 9 dans le Code civil qui dit « Chacun a droit
a un droit à sa vie privée, le droit de contrôler sa vie privée. Ce texte pose un principe, celui du consentement. Ça veut dire, si chacun a droit à la vie privée, à sa vie privée, et à la protection de sa vie privée, ça veut dire que nul ne peut utiliser l'image d'un autre sans son consentement. C'est vrai. C'est ça, la clé du droit à l'image, le consentement. Toute diffusion de l'image d'autrui doit s'appuyer sur son consentement. Si vous diffusez sans le consentement de la personne, vous vous exposez justement à des poursuites telles qu'elles sont prévues par les différents textes. D'accord. Donc, il n'y a pas un flou juridique sur le droit à l'image. Vous savez que je ne vous apprends rien, vous êtes un spécialiste, vous nous l'avez expliqué, vous avez décliné votre identité, on a compris votre métier et on sent la passion en vous. Nous, les jeunes, les utilisateurs des réseaux sociaux, on se dit qu'il y a un flou juridique. On se dit qu'on peut tout faire, tout dire, parler de qui on veut, à n'importe quel moment, que ce serait pour nous une espèce de liberté qu'on a, justement, ou que nous confèrent les réseaux sociaux. Cette perception, déjà, de la part de nous autres jeunes, est-ce qu'elle est bonne, juridiquement? Non, elle est mauvaise. Elle est mauvaise. Elle aurait pu être bonne il y a quelques années, mais aujourd'hui, elle est de plus en plus mauvaise. Déjà, il faut savoir qu'il y a deux catégories de personnes. Il y a les personnes publiques et il y a les particuliers, les personnes privées. Les personnes publiques, ce sont les hommes politiques, ce sont les artistes, ce sont les joueurs de foot. Ils ont une certaine notoriété déjà, et la publication de leur image fait partie de leur métier. Donc on peut publier leur image tant qu'elle reste dans le domaine dans lequel ils opèrent. Si vous publiez une photo de Messi sur votre site, sur Instagram ou sur Facebook, vous ne serez pas poursuivi. Mais comme je suis pro Ronaldo, si vous pouvez aussi prendre l'exemple sur Ronaldo. Oui, vous pouvez aussi. Si vous publiez une image de Ronaldo sur votre page Facebook, vous ne serez pas poursuivi. Sauf si vous commercialisez l'image de Ronaldo, alors à ce moment-là, ça pose un autre problème que le droit à l'image. Le droit à l'image, c'est la diffusion, mais l'utilisation à des fins commerciales, ça c'est un autre problème, qui est un problème patrimonial, qui est celui du droit de la propriété intellectuelle. Et je suppose. Et ça ouvre une grande brèche là-dessus. Voilà. Exactement. Ça veut dire que les personnalités publiques n'ont pas de vie privée, non? Ah non, mais c'est-à-dire que si vous prenez le président de la République en train de faire un discours, même s'il se trompe et que vous publiez ça, vous ne serez pas poursuivi. D'accord. Mais si le président de la République est en vacances sur une plage et qu'en paparazzi, vous allez prendre son image et que vous la publiez sur les réseaux, là, vous êtes... Parce qu'il n'est plus dans sa fonction de président de la République. D'accord. Donc, tant que ça reste dans la fonction... Tant que ça reste dans la fonction, ce pourquoi il est célèbre, ce pourquoi il est connu, on ne peut pas parler d'atteinte à la vie privée. D'accord. Parce que, comme on dit souvent que les personnalités publiques ont choisi de ne pas avoir de vie privée. C'est plus ou moins faux. Parce qu'ils n'ont pas de vie privée dans leur personnage public, mais lorsqu'ils arrivent chez eux, lorsqu'ils vont en vacances, lorsqu'ils vont en boîte de nuit pour aller s'amuser, ils ont droit à ce que leur image soit préservée, leur vie privée soit préservée, même si on est beaucoup plus souple dans la répression lorsque un homme politique va en boîte et qu'il se met à danser, ou d'une certaine façon, on dit que, parce qu'il est en politique, il doit faire attention à son image. Oui. Il doit gérer son image. Oui. Mais son image, lorsqu'il est chez lui en train de manger, ou qu'il est dans sa cour
en petite tenue ou qu'il est en train de faire des brasses dans sa piscine, si vous prenez la photo et que vous la publiez, là, vous portez atteinte à sa vie privée. D'accord. Si elle fuite, alors, dans ces cas-là, si elle fuite, c'est-à-dire qu'on la republie, on ne la publie pas, est-ce que c'est toujours une atteinte à la vie privée? Non. Vous dites une chose et son contraire. Vous dites on la republie, ça veut dire qu'on a déjà publié. Oui. Donc la faute, elle est initiale dans la publication déjà. Alors, donc on peut poursuivre celui qui republie une image. Mais bien sûr, il commet la même faute que celui qui a publié. Ok, d'accord. Il commet la même faute que celui qui a publié. D'accord. Et ça va nous amener justement à une grosse problématique que vous connaissez et qui est d'une actualité incroyable aujourd'hui. C'est que aujourd'hui, avec ces réseaux sociaux, vous voyez, vous avez WhatsApp, vous avez Instagram, vous avez... La communication est instantanée, Exactement. à la vitesse de la lumière. Oui. À l'époque, on faisait c'était décalé. On avait le temps de contrôler, de dire est-ce qu'il est à son avantage, est-ce que... et parfois, on demandait son consentement. Mais là, on vous surprend, vous êtes en boîte de nuit, vous êtes avec quelqu'un, des fois qui est une amie ou qui n'est pas votre épouse, mais la posture peut laisser penser que quelqu'un capte l'image, la balance sur les réseaux sociaux et on publie Maître Kalina en mode détente. Vous arrivez, ça arrive, votre femme la reçoit, et le mari de la dame qui est avec vous, qui est peut-être une partenaire, sans rien, la reçoit, et le temps de corriger, les dégâts sont déjà faits. Qu'est-ce que la loi peut faire par rapport à ça? J'ai l'impression que vous voulez nous dire que la loi est en retard par rapport au numérique. La loi a toujours été en retard parce que dans la conception même de la loi, il s'agit d'encadrer des situations. Donc il faut d'abord que la situation se pose, qu'elle pose des problèmes, qu'elle porte atteinte à notre contrat social d'une certaine façon pour qu'on puisse légiférer dessus, pour que la situation ne se reproduise plus. Lorsqu'on légifère et qu'on enferme dans le cadre d'une infraction une conduite, c'est que cette conduite porte atteinte à une valeur sociale protégée. Et à ce moment-là, on crée l'infraction. Si on crée l'infraction, ça veut dire que le comportement délictueux a préexisté. Donc on a toujours ce retard. Et vous savez que les gens mal intentionnés ont toujours de l'avance sur la loi. Parce qu'ils étudient eux aussi la loi pour en détecter les failles et se placer dans les angles morts. Les angles morts, oui. Les angles morts de la loi. Oui. Maintenant, à quel moment on peut évoquer une violation de son droit à l'image? Vous n'avez pas le droit de publier l'image d'une personne sans son consentement. Publier et republier. Publier déjà, parce que republier, c'est publier encore. Mais ceux qui republient se disent, moi je n'ai fait que republier. Donc alors, on va peut-être essayer de clarifier pour nous. On a parlé des angles morts. Oui. Parce que quand vous parlez de republier, je viens de comprendre que vous êtes en train de parler des partages. Des partages, oui. Parce que vous avez quelqu'un qui reçoit une image qui montre une personne à son désavantage et elle est publiée sur un site, la personne récupère l'image sur le site et la partage X milliers, voire millions de fois. Est-ce qu'on va poursuivre les millions de personnes qui ont partagé cette image? Si vous êtes identifié, c'est possible que vous soyez poursuivi, même pour republication. Ah, ça c'est important ça. Oui. Vous publiez l'image d'une personne sans son consentement. La règle, c'est qu'on ne doit publier qu'avec le consentement. Alors, sauf dans les cas des personnes dont je vous ai parlé. Les personnalités publiques. Personnalités publiques. Tant que c'est dans leur fonction. Tant que c'est dans leur fonction. D'accord, on a compris la différence. Voilà. Cela dit, maître, est-ce que, là on parle de l'image, est-ce qu'on peut publier un enregistrement, l'audio de quelqu'un sans son consentement? Le droit à l'image, on va dire plutôt le droit à la vie privée englobe l'image, la voix, le nom et tous les autres attributs de la personnalité. Ah oui, même le nom. Même le nom. Plus vous vous élevez, plus vous vous exposez. C'est vrai. Et plus vous vous exposez, plus ceux qui sont
moins exposés, ne pensent qu'à une chose, vous faire tomber. C'est vrai. Et donc, vous balancez des pierres ou des boules puantes. Vous voyez que dans ce droit à la vie privée-là, votre voix peut être utilisée pour porter atteinte à votre vie privée. Votre nom. Votre nom peut être utilisé. Imaginez, aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, on peut calibrer votre voix. On entraîne la machine à reconnaître les intonations de votre voix, votre façon de parler. Même ces parodies-là, sans sur 5 minutes, oui. il parle comme vous, la machine parle comme vous. C'est vrai. Ou chante comme vous. Ou chante comme vous, et on vous fait dire des conneries. C'est vrai. Des grossièretés qui pourraient être contraires à l'éthique et à l'image de ce que vous véhiculez à travers Kabali Solo. C'est vrai. Ça porte atteinte à votre vie privée. C'est vrai. Au nom de la liberté d'expression, on entend beaucoup de choses. Je peux dire d'un artiste, je n'aime pas cet artiste. Je n'aime pas ce qu'il fait. Je peux dire d'un artiste que je n'aime pas ses textes, je les trouve grossiers. Je peux dire d'un artiste que ce qu'il fait se limite. Ça ressemble à de la pornographie musicale. Je peux le dire. C'est un point de vue que je donne. Ce n'est pas une insulte. C'est un jugement que je porte. Et ça, ma liberté d'expression, en tant que citoyen qui est consommateur de ce que lui, il vend, c'est comme aujourd'hui le consommateur qui dit « je n'aime pas Nido, je préfère ceci, je n'aime pas ce... » C'est ça. Donc, on est dans un environnement avec des frontières et des angles morts sur lesquels il faut faire attention parce que le travail de l'avocat, c'est de se mettre à la lisière, à la frontière et de surveiller. De dire, là, vous avez franchi votre droit à la libre expression. Vous avez outrepassé votre liberté d'expression et vous êtes tombé dans l'insulte et l'atteinte à la vie privée. L'avocat qui est en face, son travail, ça va être de ramener ça dans les limites de la frontière. Voilà, donc vous avez un territoire connu et vous avez des zones, on va dire, des angles morts qui sont comme des zones de non-droit ou des zones de peu de droit ou voilà, des choses de ce genre. Maître, il y a un phénomène qu'on a remarqué sur les réseaux sociaux, c'est le partage ou la publication des vidéos intimes de jeunes femmes dans la plupart des cas. Vous, déjà, votre avis par rapport à ce phénomène qu'on appelle couramment les sextapes? Ça fait partie de la part d'ombre de l'Internet. Je vous ai dit que j'ai commencé à m'intéresser à l'Internet dès que c'est sorti du domaine militaire pour devenir commercial. Dès qu'on est passé de l'ARPANET à l'Internet, j'ai commencé à m'y intéresser. À l'époque, c'était des choses, le 1.0, c'était des choses statiques, c'était des bibliothèques d'images ou d'informations. Et il n'y avait pas cette interopérabilité qui permettait d'échanger. Quand on est arrivé au 2.0, on a créé la possibilité d'interagir entre deux individus. Ça a commencé avec ce qu'on appelait le peer-to-peer, où on partageait des fichiers. Mais depuis, toute une industrie s'est créée dessus, toute une civilisation a été conçue à travers ce nouveau type d'échange. Et aujourd'hui, on peut partager tout. On partage ce qui est bien. C'est ce que nous faisons. Ce sont les masterclass. Oui, à travers ce podcast. Voilà, ce sont des informations universitaires qui sont en accès libre. Je vais vous donner un exemple. Je me suis spécialisé en cybercriminalité sans avoir été à l'école pour ça. Juste avec l'Internet. Très bien, vous êtes formé en ligne. En ligne. J'ai pris tout ce qui sortait à l'époque. Je m'intéressais, j'étais avocat, donc je m'intéressais un peu à la façon dont ce nouveau monde était encadré.
à force de m'intéresser, j'ai moi-même participé à l'encadrement de ce nouveau monde. C'est vrai. J'ai participé à la rédaction de la loi sénégalaise sur la cybercriminalité, par exemple, sur la société de l'information. Donc... on partage aujourd'hui ce qui est bien, mais on partage aussi ce qui est mauvais. Exactement. Ouais. Ce qui est mauvais. Et donc, ce qui est mauvais, il y a encore ce qui est pire. Ce qui est mauvais, là, ça c'est ce qui est pire. Ça, c'est ce qui est mauvais. Ce qui est pire, c'est ce qu'on trouve sur le Darknet. Oui. Et aujourd'hui, dans cette part d'ombre d'Internet, c'est carrément l'envers de la pièce. On partage des sextapes. On porte atteinte à l'image de ces personnes. On ne mesure pas. On ne mesure pas le préjudice qu'on inflige à ces personnes. C'est d'une violence inouïe. Mais ce qui est grave, c'est que ceux qui infligent ces violences n'en sont même pas conscients. Ils sont devant un écran, ils appuient sur un clic, envoyer, c'est parti. Et ils n'imaginent pas que ça va détruire une dame, ça va détruire une famille, ça va détruire un couple, ça va détruire des enfants, simplement parce qu'on a cliqué. Et c'est pourquoi la cybercriminalité a mis en place, a envisagé des réponses appropriées à ces nouveaux comportements délictueux. Maintenant, dans ces réponses, nous avons aussi des limites. Vous voyez, quand quelqu'un partage une image de vous, sans votre consentement. Sans votre consentement. Il habite au Congo, c'est pas compliqué. Vous appelez la gendarmerie, vous portez plainte, on va le chercher chez lui, ou vous amenez les gendarmes chez lui, on dépose la convocation. Le lendemain, il est au poste, il doit s'expliquer. Mais aujourd'hui, avec le cyberespace, la personne peut habiter... Elle est partout dans le monde. Oui, c'est vrai. Donc la question, c'est que faire lorsque notre photo est publiée sans notre accord? Sur Internet, on dit c'est le cyberespace. Et le cyberespace est un monde sans frontières. Ce n'est pas le Congo. Ce n'est pas la RDC. Ce n'est pas la France. C'est le cyberespace. Par contre, celui qui publie, il a une localisation. On publie à partir d'un ordinateur. Cet ordinateur a une adresse IP. A une adresse IP. Cette adresse IP permet de localiser le lieu à partir duquel l'infraction est commise. Et donc, à partir de ce moment, les poursuites vont être dirigées contre la personne dans le pays où l'adresse a été localisée. La deuxième chose, c'est les fournisseurs d'accès. Ah, ils sont aussi concernés. Ah ben, ils sont concernés. Les fournisseurs d'accès, les propriétaires de ces réseaux sociaux. On a développé toute une série de choses qui permettent, par exemple, sur un certain nombre de réseaux, de faire des signalements. Mmh. Dès que vous avez une image qui porte atteinte à votre vie privée, vous allez sur Facebook, vous avez un endroit qui vous permet de signaler des contenus illicites ou des contenus inappropriés. Vous allez sur cette partie et vous le faites. Maintenant, vous avez également, si la plateforme de diffusion ne réagit pas dans les délais ou ne réagit pas du tout, vous pouvez engager des procédures contre eux. Alors évidemment, si vous êtes au Congo, comment porter plainte contre Facebook? Vous n'allez pas aller aux États-Unis. Ni en France. Mais vous pouvez oui, ni en France, vous portez plainte à Facebook France. Si, vous pouvez aller en France. Oui. Ça sera plus facile pour vous d'aller en France que de les poursuivre aux États-Unis. Vous prenez un avocat français et puis, bon voilà, on peut envoyer une mise en demeure en ligne. Hein. Oui. Il y a des avocats aujourd'hui qui sont spécialisés pour ce genre d'action. Oui. Et sur ce qu'on appelle la protection de la e-réputation. Mmh.
Donc, il y a des gens qui sont spécialisés pour ça et il y a des mécanismes qui permettent d'engager des poursuites contre les personnes localisées, identifiées et identifiables. D'accord. Maître, quelles sont les sanctions lorsqu'on est l'auteur ou l'autrice d'une publication sur les réseaux sociaux sans le consentement de l'intéressé ou du concerné ou de la concernée? Alors, vous avez deux types de sanctions. Vous avez les sanctions civiles, c'est-à-dire vous vous exposez à ce que la personne obtienne, en fonction de la gravité du préjudice qu'elle a subi, des dommages et intérêts. Oui. Et vous avez également des sanctions pénales qui sont prévues dans le cadre du Code pénal. Et aujourd'hui, nous avons une loi sur la cybercriminalité qui prévoit justement les sanctions contre la publication des contenus illicites. Il y a deux types de sanctions. Civiles, dommages et intérêts, pénales, sanctions pénales, c'est-à-dire emprisonnement, amende. D'accord. Maître, peut-on mal parler de quelqu'un sur les réseaux? Parler mal de quelqu'un, moi... Insulter quelqu'un? Non. On ne peut pas insulter quelqu'un? Non. Déjà, quand vous dites insulter, l'insulte est une infraction. Tout court. L'insulte est une infraction. Même, c'est une infraction. C'est une infraction. Donc, vous êtes en train de me demander, peut-on commettre une infraction sur Internet ou sur les réseaux sociaux? Non. Parce que si vous me dites, est-ce que je peux injurier quelqu'un sur Internet? Non, pas du tout. Même dans la vie, je pense. Oui, même dans la vie. Oui. C'est une infraction. D'accord. Donc, si c'est une infraction, elle ne peut être commise ni dans la vie normale, ni en ligne. Voilà. D'accord. Mais est-ce qu'on peut mal parler de quelqu'un? Le problème pour moi, ce n'est pas le vocabulaire, c'est pas de savoir si c'est mal parlé ou c'est injurié ou c'est. Le problème, c'est de savoir est-ce que les propos que vous tenez portent atteinte à l'image et à l'honorabilité de la personne dont vous parlez. C'est vrai. À ce moment-là, c'est une infraction. C'est une infraction. Si ça rentre ou si ça répond à ces critères-là, vous ne pouvez pas le faire parce que c'est une infraction. Mais si c'est un jugement négatif, je n'aime pas telle personne, je n'aime pas ce qu'elle fait, je pense que ce qu'elle fait n'est pas bien pour la jeunesse, je pense qu'elle est de mauvaise compagnie pour la jeunesse, oui, vous pouvez le faire, c'est le droit le plus absolu de juger. Mmh. Mais il faut rester dans les limites qui sont justement celles de ne pas porter atteinte à l'image, à l'honorabilité d'une personne. Donc, vous pouvez tout dire, sauf porter atteinte à l'image d'autrui. D'accord. Comment les utilisateurs peuvent protéger leur image sur Internet? À partir du moment où ils publient, l'image est en accès libre. Il y a des images, des choses qui sont publiées, qui sont négatives, qu'on a publiées quand on était jeune, quand on était... Et pour cela, il y a on a développé sur Internet ce qu'on appelle le droit à l'oubli. Ah, le droit à l'oubli. Le droit à l'oubli. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, vous pouvez demander à un certain nombre de plateformes de faire disparaître des informations négatives vous concernant. Que vous avez publié quand vous étiez... Que vous avez publié quand vous étiez jeune, ou voilà. C'est ce qu'on appelle le droit à l'oubli. Et tout le monde peut se documenter dessus, droit à l'oubli, et puis voir les délais qui peuvent être variables selon qu'on est aux États-Unis, en Europe, pour accéder à ce droit à l'oubli, et puis s'en servir. La deuxième chose, c'est là le point qu'on n'a pas abordé, mais on va en parler, c'est la propriété intellectuelle. Intellectuelle, oui. La propriété intellectuelle, c'est que vous avez une image. Aujourd'hui, vous avez une image qui porte. Moi, je vous ai dit, je veux faire mon podcast et je veux prendre votre image, je veux mettre derrière podcast juridique, machin, tout ça là, et je vais mettre votre image à côté et moi, je serai là. Pour suggérer que c'est vous qui produisez ou que je récupère votre logo. Ça, c'est la violation de la
propriété intellectuelle ou des droits patrimoniaux. Et c'est quoi la différence entre les droits d'auteur et le droit à l'image? Les droits d'auteur, en fait, en réalité, l'image, on va dire, c'est quelque chose de moral. C'est-à-dire, c'est ce droit que vous avez de protéger. Les droits d'auteur, là, ça devient financier. C'est-à-dire que les droits d'auteur, c'est cette capacité que j'ai de monnayer ce que j'ai créé. Ce que j'ai créé. Et ce que j'ai créé et ce que je sais faire. Aujourd'hui, je vous ai dit que j'ai créé une intelligence artificielle que j'ai appelée Freddy. Et pour notre téléspectateur, ce n'est pas un exemple. Maître a vraiment créé une intelligence artificielle. Oui, ce n'est pas un exemple, ni un cas pratique. Oui, non. J'ai créé une intelligence artificielle qui est spécialisée dans le droit congolais et le droit OHADA. Cette intelligence artificielle que j'ai appelée Freddy. Freddy, c'est le nom de mon premier patron avocat. Ah, d'accord. Alfred, il s'appelait, son petit nom, c'est Freddy. Donc, c'est un hommage à mon premier patron. Et aujourd'hui, Freddy fait des interviews. Freddy donne des avis juridiques. Donc, Freddy, aujourd'hui, c'est un assistant numérique. D'accord. Et qui fait un travail extraordinaire. Je vous donnerai l'opportunité de le tester. C'est absolument bluffant. Écoutez, félicitations, maître. Non, mais je vous en prie. Je vous en prie simplement. Effectivement, là, comme je disais, on était dans le 2.0. On est en train de migrer vers le 3.0. Le 3.0, oui. Et le 3.0, c'est l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, on est en plein dedans. Oui. Alors, il y a deux possibilités. Soit vous êtes un consommateur et vous attendez que le train passe, soit vous n'êtes pas simplement un consommateur, vous dites je ne vais pas me laisser dépasser, ça marche comment cette affaire, et vous vous appropriez la technologie et vous la mettez à votre service. Aujourd'hui, c'est ce que nous avons fait, parce qu'aujourd'hui, tous les avocats du cabinet, ils gagnent un temps fou en utilisant Freddy. J'ai quelques sociétés de la place qui sont intéressées par Freddy. J'ai des avocats qui sont intéressés par Freddy, mais il y a un dilemme. Freddy, c'est un avantage concurrentiel du cabinet Kadina. Ah oui, c'est vrai. On a passé du temps et on a investi dans cet outil. Si on le donne à tout le monde... À d'autres cabinets d'autres cabinets, en réalité... Puisque Freddy, en fait, c'est moi qui l'ai formé. Et dans ces cas-là, les droits patrimoniaux vous reviennent, mais vous... Oui, voilà. Non, mais en fait... On les rendait plus performants. C'est ça. C'est vrai, je comprends. Donc, les droits patrimoniaux, c'est ça. Donc, il y a les droits de la propriété intellectuelle. Et là, ça, c'est prévu et c'est protégé. Nous avons un organisme qu'on appelle l'OAPI. L'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, dont le siège est à Bangui, mais dont, je pense, le siège opérationnel... Au Cameroun. Au Cameroun, oui. Au Cameroun, oui. Nous les avons consultés pour Kabali Solo. Oui, au Cameroun. Oui, au Cameroun. Non, c'est l'accord qui a été signé, l'accord de... Le texte sur la propriété intellectuelle s'appelle l'accord de Bangui. D'accord. Mais le siège est au Cameroun. Oui. Est-ce que les acteurs de la justice congolaise ou africaine sont dépassés par le numérique? Imaginez, si on numérise la justice congolaise, on centralise tout, c'est-à-dire que les décisions sont conçues à la Cour suprême, et tout ça est situé sur une plateforme. En France, c'est la plateforme Portalis, mais ici, on n'en a pas encore, mais imaginons... ça pourrait s'appeler la plateforme Nkewa ou la plateforme je ne sais pas quoi. Oui. Et là, on aurait accès à une justice dématérialisée, rapide et avec une capacité d'archivage extraordinaire. Extraordinaire. Mais quels seraient les dangers? Mais les dangers, c'est que des petits malins pourraient rentrer dedans les hackers. Et ajouter des zéros à des décisions de justice. Ah oui. Les hackers, oui. Oui. Vous posez, dès que vous mettez, la justice est un instrument de souveraineté. Si vous le mettez en ligne, il faut avoir les assurances. C'est vrai.
que vous assurez la sécurité Oui. de ces instruments de souveraineté. Donc, ça veut dire qu'il faut, oui, il faut aller vers la numérisation, mais il faut former des gens qui vont accompagner la numérisation. On n'a pas assez de personnes formées dans la sécurité informatique. C'est vrai. Nous avons aujourd'hui une agence sur la sécurité informatique, mais bon, elle n'est pas encore totalement opérationnelle. Oui. Nous, aujourd'hui, le e-gouvernement n'existe pas encore, C'est la vrai. plateforme qui devrait centraliser tous les services du gouvernement. La RPCE fait des efforts. Ils ont mis à Pointe-Noire, en tout cas, un centre d'hébergement de données, tiers 3, et qui devrait pouvoir nous garantir le début de la souveraineté. Imaginez que vous numérisiez la justice, que qu'on mette ça sur une plateforme. Elle va être hébergée où? Alors, on va schématiser. L'homme, en général, a fait toutes ses conquêtes civilisationnelles à travers la maîtrise de son espace. Oui. Il a commencé par maîtriser Ça coûte. et ça a donné les frontières, Oui. c'est-à-dire maîtrise de l'environnement terrestre. L'environnement terrestre, oui. Après l'environnement terrestre, il est allé en mer, on a dit maîtrise des eaux continentales et de mon environnement maritime. On a légiféré. Après, on a fait les avions, on a dit « Ah non, mais il faut que je maîtrise là-bas aussi. Oui. » Et puis, on est allé dans le cyberespace. C'est là, oui. Et c'est là que nous sommes. On y est. On y est. Donc, chacun essaie de barricader chez lui pour assurer sa protection. C'est vrai. Donc, aujourd'hui, nous n'avons pas encore l'armée nécessaire pour assurer la protection de notre pays ou de nos frontières dans le cyber numérique, de nos frontières numériques. On est en train de créer les jalons avec la RPCE, mais ça demandera beaucoup plus de spécialistes. Et donc, ce sont des investissements. Donc, quand vous êtes un gouvernement, vous dites on va aller à tel objectif, mais vous n'avez pas les ressources pour y aller. Qu'est-ce que vous faites? Vous créez d'abord vous attendez d'avoir les ressources pour y aller, parce que sinon, vous allez devoir confier la sécurité de votre souveraineté, vous allez sous-traiter à des étrangers. Mais à quel moment il y a l'intrusion d'Internet sur le jugement d'un juge, par exemple, concrètement? Les réseaux sociaux font pression sur les juges. Mais les juges, aujourd'hui, le propre du juge, c'est d'être indépendant lorsqu'il rend sa décision. Mais quelle indépendance lorsque il passe tous les matins sur telle émission où il y a un chroniqueur à succès qui passe son temps à jeter en pâture ce que tel juge a fait ou tel autre a fait sans lui donner la possibilité de se contredire. Comment peut-on juger un dossier simplement sur la base de quelques bribes qu'on a ici? Ce n'est pas le rôle des réseaux sociaux de faire de la justice et de rendre des jugements. Donc les médias en ligne, parce que les réseaux sociaux, c'est les médias en ligne, les particuliers qui sur une affaire ont un jugement ou prennent position. Ils prennent position. Oui, et ça met une pression au juge. Absolument, on déclare que c'est un tel le coupable. J'ai eu un dossier comme ça, je vais en parler, le dossier Ephraim. Non. Ah oui, où les coupables avaient été désignés à l'avance, où des influenceurs. Des influenceurs. Enfin, je ne sais pas si on peut aller parler des influenceurs. Oui. Qui font commerce de leur notoriété sur les réseaux, viennent pour dire « J'ai vu les images d'un tel, j'ai vu les images de ceci, j'ai vu les images de cela. » Et ils donnent un avis. Cet avis vient peser sur les juges qui auront à rendre la décision. Oh. Mais ça pèse tellement sur les juges. Parce que vous prenez un tel influenceur, c'est 5 millions de followers. Tel autre influenceur, c'est 10 millions de followers. Et donc, ça fait 15, 20 millions de followers qui sont chauffés à blanc en disant un tel est coupable, un tel est coupable. Chacun devient donner son avis sur l'affaire. Imaginez le juge.
Oui, parce que Si- le juge ne dort pas au palais de justice, il rentre chez lui. Oui, Il a oui. des enfants, il a une femme, il a des voisins. Oui. Et ses enfants, Il a on du lui dit, personnel, papa, oui, papa, oui. c'est toi qui as le dossier un tel. Ah, mais tu es mal barré, hein, parce que un tel est coupable, ce qu'il a fait. Mais quoi, toi tu dis il est coupable, tu as vu le dossier? Ah ouais, mais un tel a dit qu'il était déjà coupable. Lui, un tel il a vu les pièces du dossier. C'est ça. Les réseaux sociaux ont fait pression sur le juge, mais on fait pression aussi sur l'opinion publique et sur le politique. C'est vrai. Et le politique peut être tenté de dire, écoutez, réglez-moi cette affaire-là au mieux, le plus rapidement. Le plus rapidement possible. Hein, que ça fait trop de bruit. Et on se retrouve avec une justice qui n'est plus indépendante parce qu'elle subit des pressions de l'extérieur. Et les réseaux sociaux deviennent un moyen de pression. Et lorsque vous avez des personnes qui sont habiles et mal intentionnées, elles payent. Des gens qui ont des grosses voix sur Internet et qui viennent insulter, qui viennent dire... Moi, j'ai vu dans un dossier que j'ai eu, que je ne citerai pas, des étrangers venir menacer les personnes ici sur des dossiers qui sont en cours. Des personnes étrangères qui viennent. Qui menacent. Et qui se permettent de donner un jugement sur la justice. Mais juger, c'est un acte complexe. Oui. C'est très difficile de juger l'autre, de juger autrui. Et pourtant, à l'époque, quand j'étais en France, j'ai fait les assises, mais pendant les assises, on recommande aux jurés de ne pas lire les journaux. Parce que dans les journaux, il y a des avis sur l'affaire qu'ils sont en train de juger. Ben oui, un juré, par exemple, ils sont isolés. Oui, ils sont isolés. Oui, ils sont en contact avec personne. Voilà. Ils sont automatiquement changés quand ils rentrent en contact. Bon, nous, on le voit à la télévision, mais on le lit dans les livres également. Je vous recommande un film, un vieux classique, quand on regarde en école d'avocat, c'est 12 hommes en colère. Ah oui, 12 hommes en colère. Entendu parler, je ne l'ai pas encore regardé. Oui, 12 hommes en colère. Les jurys sont enfermés dans une pièce et ils doivent rendre une décision. Donc, ils n'ont pas rendu la décision, ils sortent pas de la pièce, oui. Parce qu'il faut éviter que leur jugement soit pollué par les influences extérieures. Les influences extérieures, c'était la télé hier, c'était les journaux. Oui. Et aujourd'hui, ce sont les réseaux sociaux. C'est vrai. C'est ça. Le journal, on choisit d'aller le chercher Mais l'information sur les réseaux sociaux, on ne choisit pas, ça nous tombe dessus. C'est elle qui vous tombe dessus. C'est vrai. Mais dans ces cas-là, c'est quoi la solution, maître? Quand vous êtes dans un cas, par exemple, et que tout le monde parle de vous, tout le monde vous a déjà condamné, vous êtes une victime, vous savez que vous êtes une victime, mais tout le monde parle de vous, tout le monde vous a condamné. Vous imaginez un peu votre quotidien à cet instant-là? Non, mais il y a deux points de vue. Il y a le point de vue de celui qui subit ça et il y a le point de vue de la personne qui le défend. Le point de vue de la personne qui le défend, c'est-à-dire l'avocat, c'est d'amener le juge à comprendre qu'il doit rester dans son dossier. Il a un dossier. Et il doit rester dans le dossier. Donc vous-même, en tant qu'avocat, vous avez des difficultés quand c'est des sujets ou c'est des cas où il y a une vraie pression des réseaux sociaux? Mais bien sûr. Parce que je me bats contre le dossier que j'ai, et je me bats aussi contre les interférences des réseaux sociaux dans le dossier. C'est incroyable. Oui. C'est cela. Donc, il y a du bon et il y a du moins bon. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Ça fait peur. Oui. Ça fait peur. Oui. Ah oui. Oui, c'est pourquoi le sujet que vous avez abordé est un sujet qui gagnerait à être... décortiqué. Oui. Ah oui. Parce qu'il a une portée pédagogique extraordinaire. Il a un potentiel pédagogique extraordinaire parce qu'il s'agit de former des enfants. C'est vrai. Qui commencent à utiliser les réseaux sociaux à 6 ans, 7 ans. C'est vrai. Donc, à l'âge où ils ne sont pas encore responsables. Vous ne m'avez pas posé cette question, mais quid d'une
image publiée Oui. portant atteinte à l'honneur d'une personne, mais publiée par un enfant mineur de l'âge de 7 ans, 8 ans, Oui, 10 dans ces ans, cas, qu'est-ce 12 qu'on ans. fait? Un mineur qui publie une image de quelqu'un, par exemple. Ben, il y a un droit pour les mineurs. Il est pénalement irresponsable. D'accord. Il est pénalement irresponsable, mais civilement, ses parents sont responsables pour lui. Non. Mais bien sûr. Un mineur qui publie une vidéo, je ne sais pas, sans le consentement de la concernée ou du concerné, ben, peut être poursuivi. Oui, bien sûr. Surtout s'il cause du tort à autrui. Je vais prendre un exemple. Un mineur n'est pas accessible à la sanction pénale parce qu'il est mineur. Mineur, oui. Mais si un mineur crève l'œil d'un de ses Le camarade. camarades de classe, ses parents vont payer. Non. Ses parents, mais bien sûr que ses parents vont payer. Payer les dommages intérêts. Ils vont payer des dommages intérêts. Ah, d'accord. C'est pourquoi on a des assurances pour nos enfants. Hmm. Il faut toujours penser, lorsque vous avez un enfant qui est scolarisé, en dehors de l'assurance qu'ils prennent à l'école. Qui prennent à l'école. Il faut penser à prendre une assurance qui couvre la famille et les enfants. Parce que vous êtes responsable de ce qu'ils peuvent faire. Maître Menga, merci beaucoup pour toutes ces sages paroles. Merci beaucoup pour toutes ces lois. Merci beaucoup pour tous ces conseils et cet apprentissage. Vous avez éclairé notre lanterne. On comprend beaucoup plus. On vous remercie encore. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et franchement, comme moi, je suis sûr que vous avez été servi. Merci à vous de nous avoir suivis, de nous avoir écoutés. Abonnez-vous sur nos réseaux sociaux et également sur notre chaîne YouTube. Merci.